Bonjour Jean de Glignasti, Bonjour. merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation. Alors je le rappelle, vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, un institut des relations internationales et stratégiques. On vous avait reçu il y a quelques semaines et vous nous aviez assuré de manière assez catégorique que vous ne croyez pas que les Russes aient l'intention d'envahir l'Ukraine. Ce qui se passe depuis quelques jours, est-ce que vous appelez ça, à l'instar de l'administration américaine, une invasion ou un début d'invasion, comme ils disent? Alors, il faut dire d'abord que la situation évolue très vite. Il y a à peu près 15 jours, on avait des espoirs raisonnables de penser que, pour dire les choses brutalement, la France et l'Allemagne, à l'intérieur du format Normandie, feraient pression sur Zelensky pour qu'il accepte les accords de Minsk. C'est-à-dire qu'il accepte de faire voter par la Rada, le Parlement ukrainien, un statut spécial pour le Donbass. Et on voyait beaucoup d'éléments qui tendaient à laisser penser que, effectivement, même les Américains étaient d'accord et que, en gros, les Ukrainiens finiraient par donner le début d'application aux accords de Minsk que les Russes demandaient. En fait, ça n'a pas été le cas et la reconnaissance des deux États, Kupion, Donetsk et Lugansk, a suivi le constat fait par les Russes, par Poutine à vrai dire, que en fait le format Normandie, comme on dit en anglais, doesn't deliver, c'est-à-dire qu'il ne donne pas, il n'arrive pas à livrer ce De qu'il devait résultats. livrer, c'est-à-dire l'application des accords de Minsk. Alors cela dit, la reconnaissance des États, il y a deux aspects. Il y a un aspect purement pratique, et là, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes étaient déjà, c'était un secret de polichinelle, ils étaient déjà dans Lugansk et dans Donetsk. Ça, c'est le premier élément. Et effectivement, il n'y a aucun changement concret en termes de relations entre les deux entités et la Russie, en termes de relations, d'absence de relations entre les deux entités et l'Ukraine. Non, ça ne change rien. Là où ça change, c'est effectivement l'autorisation donnée par le Parlement russe, la Douma, d'envoyer des troupes là-bas. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on a reconnu l'État, on passe à un accord de coopération d'État à État, un accord interétatique. Et dans cet accord de coopération, il y a la possibilité pour les Russes d'envoyer leurs troupes, ce qu'ils ont commencé à faire. Et là, à partir du moment où il y a des concentrations de troupes russes à Donetsk, évidemment, un risque assez grand que le moindre incident conduise à des réactions de grande ampleur de la part des Russes, puisqu'on peut avoir en tête l'expérience de la Géorgie, puisque en Géorgie, les Russes ont attendu que Saakashvili commence à bombarder Tchingvali, enfin les territoires d'Abkhazie et d'Ossétie, pour réagir à grande échelle et pour aller pratiquement jusqu'à Tbilissi, s'il n'y avait pas eu à l'époque l'intervention de Sarkozy, qui a joué un rôle extrêmement positif dans la résolution de cette crise. Résolution, comment dirais-je, momentanée, hein, mais Partielle, en tout oui. cas l'arrêt des combats. Voilà. Mais il y a Donc, aussi Mais il y a aussi quand même un problème de allez-y. frontières parce que j'ai regardé le territoire en fait des deux républiques dont vous parlez, hein, qui, selon l'accord de Minsk, devait aller vers une autonomie. C'est que un tiers du Donbass et c'est que, enfin, en territoire. Et donc du coup, les populations russophones et, enfin, je veux dire proches des Russes plutôt, elles sont plutôt dans tout le Donbass. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que, ben, en gros, les Russes ou Vladimir Poutine considèrent que, bah, il a le droit d'aller dans tout le Donbass et de ne pas se limiter finalement aux frontières de ces deux républiques. Et est-ce que ce n'est pas aussi ça l'enjeu là qui va nous animer dans les jours prochains, les semaines prochaines?
Vous avez parfaitement raison, vous avez parfaitement raison. Le fait d'avoir rappelé que les limites de l'oblast du Donbass, sont beaucoup plus larges que les 2 républiques autoproclamées, est lourd de menaces, hein. Ça veut dire que s'il y a des incidents, les Russes prendront le Donbass, pour ne pas dire la rive gauche du Dniepr, puisque vous savez que la rive gauche du Dniepr, elle est russe depuis le traité de Péreyaslav, en 1654. Donc, c'est des zones qui sont dans l'Empire russe depuis 4 siècles, enfin un peu moins, mais donc, donc les Russes et Poutine, qui est nourri d'histoire, se sent une sorte de légitimité historique à reprendre une partie, sinon toute la rive gauche du Dniepr. Donc il y a un vrai danger, incontestablement, et je pense que les Ukrainiens devraient le savoir, parce que je pense qu'au moindre incident, il y aura des réactions dans ce sens. Alors, c'est intéressant tout à l'heure pour expliquer en gros la situation actuelle, vous avez mis, l'accent sur, en gros, une contrevenue manifeste aux accords de Minsk II, puisqu'il y allait il y avait pas il y allait pas on n'allait pas vers, l'indépendance ou l'autonomie, des 2 républiques et le fait que, voilà, le format Normandie n'avait pas porté ses fruits. Pour vous, c'est C'est le ça bilan qui des Russes, hein. oui, c'est le bilan des C'est Russes, voilà. l'analyse des Russes. Oui, mais justement, est-ce que c'est la seule raison, en fait, pour laquelle on en est à la situation actuelle? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Vous avez parlé tout à l'heure du rapport, en fait, de Vladimir Poutine et plus globalement, des Russes à l'Ukraine. J'ai relu, mais je crois que d'ailleurs c'était sur vos conseils, une tribune qu'avait écrit Vladimir Poutine, sur l'Ukraine, en gros, où il expliquait, genre, toute sa relation, alors ça, ce sont vos mots, la relation émotionnelle que les Russes pouvaient avoir avec l'Ukraine. Il y a une pression de la société russe sur le dossier ukrainien où ça lui est complètement égal et c'est plutôt l'opposition au camp occidental qui intéresse Vladimir Poutine et les Russes. Alors, c'est complexe, évidemment. Les Russes, dans l'ensemble, sont d'accord pour dire que l'Ukraine, ou au moins une partie de l'Ukraine, c'est comme la Russie. Voilà, ça, en gros, ils sont d'accord. De là à dire qu'ils appuieraient une éventuelle guerre pour reconquérir tout ou partie de l'Ukraine, ça, on ne peut pas le dire. Je pense qu'au contraire, ils redoutent cette hypothèse. Euh, pour eux, ça serait une guerre civile. C'est justement parce qu'ils reconnaissent d'une certaine façon que l'Ukraine est un peuple frère qu'ils n'accepteraient pas l'idée d'une guerre civile. Et l'idée d'un conflit est, je crois, impopulaire en Russie. Mm. Et la question du camp occidental, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi pour Vladimir Poutine de montrer, enfin de mettre un pied en gros en Europe. Enfin, c'est ce que dit souvent Bertrand Badi dans ses interventions, le spécialiste des relations internationales. Il dit que le problème de la Russie, c'est que depuis les accords d'Helsinki, ils n'ont plus de droit de regard véritable sur la question de la sécurité en Europe. D'ailleurs, question qui n'est plus tellement discutée depuis la chute du mur. Et que là, c'est l'occasion pour Vladimir Poutine de dire si je veux participer à la question de la sécurité en Europe. Alors, c'est tout à fait exact, avec, disons, quelques nuances ou un angle un peu différent. En fait, la première préoccupation des Russes, c'est leur propre sécurité. Et donc, leur propre sécurité, ça implique, et ils l'ont dit depuis 30 ans, hein, Poutine l'a dit moins d'un an après son arrivée au pouvoir comme président. Ensuite, ça a été répété effectivement par les livres blancs, le livre blanc euh, sur la défense en 2010, les documents stratégiques en 2013. Enfin, ils l'ont répété en permanence. L'extension de l'OTAN aux frontières de la Russie est un risque, une menace, un danger, et il faut bloquer ça. Ils l'ont dit depuis le départ. Donc, c'est d'abord la sécurité russe. Mais évidemment, quand on parle de sécurité russe, on parle de sécurité du continent. Et donc, de ce fait, ils, euh, ils mettent fin à une dérive qui a commencé en 1990 à la Charte de Paris. Vous vous souvenez qu'à l'époque, le président Mitterrand avait proposé une organisation internationale qui veille à la sécurité de l'ensemble du continent, qu'il avait appelée Confédération, qui reprenait l'idée de Gorbatchev de maison commune. Et
Et en fait, il s'est cassé les dents. Il s'est cassé les dents devant l'opposition américaine et devant l'opposition d'un certain nombre de pays nouvellement indépendants issus du bloc soviétique. Et donc, en fait, la charte de Paris qui a conduit à la création de l'OSCE, en fait, est une défaite diplomatique pour la France, puisque la France a dû s'incliner et accepter que la sécurité du continent soit assurée par l'OTAN et non pas par une organisation incluant les Russes. Donc, quand on regarde l'OSCE, c'est une sorte de prix de consolation pour la diplomatie française. Et quand on regarde en fait même l'acronyme Organisation de sécurité et de coopération en Europe, c'est pratiquement c'est une ironie parce que on sait bien que la sécurité est assurée par l'OTAN et la coopération est assurée par l'Union européenne. Donc en fait l'OSCE n'a plus qu'un rôle subsidiaire euh, dans la sécurité en Europe. Et évidemment, ça, les Russes veulent le changer. Ils voudraient avoir comment dire, un système de sécurité en Europe qui prenne en compte leurs propres préoccupations. C'est ce qu'ils appellent l'indivisibilité de la sécurité, c'est-à-dire que la sécurité des uns ne doit pas s'obtenir au détriment de la sécurité des autres. D'autant qu'ils avaient, enfin, il y a une asymétrie en plus entre l'OTAN et un pacte de Varsovie qui a disparu avec Exactement. l'URSS. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, Emmanuel Macron, maintenant on va parler d'Emmanuel Macron, il a essayé de se faire le médiateur en fait dans cette crise ukrainienne. Une médiation qui était difficile dans la mesure où il était lui-même, en tant que chef d'État, partie prenante, à la fois en tant que la France est membre de l'Union européenne et elle est membre de l'OTAN. Est-ce que vous pensez que son action était nécessairement vouée à l'échec? Et surtout, comment faire avec un acteur aussi complexe dans son rapport aux relations internationales que Vladimir Poutine? Alors, je reprends d'abord votre dernier point. Euh, un acteur aussi complexe, je ne dirais pas ça. Comme je vous l'ai dit, ça fait 30 ans qu'il répète la même chose. Et je pense qu'il a jugé que le moment était propice à essayer de faire bouger les lignes, puisque ça ne bougeait pas depuis 30 ans. Et il y avait deux moyens de faire bouger les lignes. Le premier moyen, c'était une négociation globale avec les États-Unis, et c'est l'objet du projet de traité qu'il a remis le 17 décembre à l'OTAN et aux États-Unis. Le deuxième moyen, il n'y croyait déjà pas beaucoup, mais c'est le président Macron qui l'a remis sur la table, c'est la réactivation du format Normandie, Ukraine, Allemagne, France, Russie, pour l'application des accords de Minsk, puisque on peut dire que 75% des problèmes de sécurité en Europe, c'est la question ukrainienne. Donc si on arrivait à régler la question ukrainienne par le biais de l'application des accords de Minsk, on avait réglé une partie du problème. Et le raisonnement du président français, c'était de dire les Américains et les Russes négocient au-dessus de notre tête, hein, mais nous avons un levier, et ce levier, c'est les accords de Minsk et le format Normandie qui nous permettent de rentrer en quelque sorte dans cette négociation qui concerne la sécurité de l'Europe. Alors il a essayé, je pense qu'il aurait eu tort de ne pas essayer, et c'est son mérite d'avoir essayé, et on n'aurait pas compris qu'il n'essaye pas. Donc c'est très bien. Ensuite, le problème, c'est que en fait, les Russes attendaient une seule chose, c'est l'application des accords de Minsk, qui leur était extrêmement favorable, puisqu'ils ont été signés par l'Ukraine à un moment où l'Ukraine avait perdu la guerre. Et ces accords de Minsk prévoyaient un statut spécial pour l'Ukraine, pour le Donbass, enfin Donbass, les deux républiques République. autoproclamées, statut spécial éminemment favorable à la Russie, puisque d'une part, ces deux entités avaient une énorme autonomie à l'intérieur de la Russie, au point d'avoir leur police individuelle et non pas une police d'État, enfin leur police propre. Euh, et d'autre part, parce que ça leur permettait de participer sur un pied d'égalité complète, enfin, au fonctionnement des institutions ukrainiennes. Et donc, ça aurait été la meilleure garantie que pour la Russie, que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN et que l'Ukraine ait une politique équilibrée vis-à-vis de la Russie, ce que souhaitait Moscou. Donc, donc ces accords étaient une bonne chose et les Russes se sont dit, après tout, il y a une dernière chance peut-être d'obtenir ces accords qui nous sont favorables. Alors c'est là que la limite, en quelque sorte, des diplomaties allemandes et françaises, pour des raisons différentes, est apparue. Et d'ailleurs, ça a été dit, j'étais en train de lire justement
les, le compte-rendu de cette scène un peu surréaliste où Poutine convoque les membres du Conseil de sécurité et leur demande leur point de vue. Et un des thèmes qui apparaît au cours de ces non pas discussions, mais enfin de ces déclarations, c'est qu'effectivement la France euh, n'a pas pu obtenir des résultats sur ce plan. Et c'est dans ce sens qu'il y a quand même un, un Un échec, enfin, il échec. faut dire le mot. Alors, certains, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, mettent l'accent sur la nécessité que la France soit non alignée, c'est-à-dire ni dans le camp américain, ni dans le camp russe. Est-ce que c'est un objectif, c'est un impératif que vous trouvez pertinent dans la période? Mais écoutez, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas possible. Mmh. À partir du moment où la France est membre de l'Alliance Atlantique, ce que personne ne conteste, à partir du moment où elle est membre de l'organisation intégrée de l'Alliance Atlantique, c'est Sarkozy qui l'a fait rentrer, euh, la France Alors, ne peut Jean-Luc pas, Mélenchon conteste hein, notre appartenance à bien l'OTAN. sûr. Alors, revenir sur l'Alliance Atlantique, c'est purement, enfin, c'est pas possible. Et puis, ce n'est pas, enfin, c'est pas dans la tradition diplomatique française. L'organisation intégrée qui met les forces françaises sous commandement collectif, mais enfin, on sait ce qu'il en est. Ça a été discuté, ça fait l'objet de nombreuses controverses. Probablement, en gros, pour résumer ce que dit Védrine, ça a été probablement une erreur d'y rentrer, mais ça serait sans doute une erreur d'en sortir. Donc, en fait, la marge de manœuvre de la France, elle est limitée. Mais elle existe à l'intérieur même de l'OTAN, parce que l'OTAN, théoriquement, est une organisation intergouvernementale qui fonctionne à l'unanimité. Donc la France a une marge de manœuvre, elle l'utilise d'ailleurs, elle est considérée par les membres de l'OTAN comme un pays difficile, comme un pays qui n'est pas sur la ligne générale. Elle a une marge de manœuvre. Je pense que l'erreur des Russes, et c'est une erreur grave en fait, et qui va avoir des conséquences pour longtemps, c'est de n'avoir pas su valoriser cette marge de manœuvre française. Elle est limitée, mais elle existe. Et après les entretiens de 5 heures entre Macron et Poutine, le fait que Poutine n'ait pas manifesté, mais je ne sais pas, un geste symbolique pour montrer qu'il prenait en considération la démarche française. Et après les entretiens téléphoniques aussi, quand euh, Macron a annoncé peut-être prématurément un sommet russo-américain, les Russes auraient pu dire oui, en gros, on comprend qu'il y a des efforts et faire un geste moins symbolique. Ils ne l'ont pas fait, c'est une erreur et ça contribue effectivement à un alignement supplémentaire de la France sur l'Alliance Atlantique et les États-Unis. Alors, la réponse du camp occidental, parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est la mise en place de sanctions économiques notamment. Alors, on va geler, enfin, l'Allemagne a annoncé geler la construction du gazoduc Nord Stream 2. Il y a des gels d'avoirs du côté américain pour répondre à une manifestation de force militaire des Russes. Est-ce que c'est pas un peu le nouveau monde occidentale qui fait de l'interdépendance économique le cœur de son existence, qui se trouve un peu démunie face à l'ancien monde incarné par la Russie, qui, elle, met en avant des soldats et des missiles. Est-ce que vous croyez vraiment à la pertinence en fait, de ces sanctions économiques dans le contexte actuel? Alors, les sanctions économiques n'auront aucun effet. Vous pensez bien, ça fait déjà 10 ans que les Russes s'y préparent. Euh, Ils ont mis au point un système alternatif au système SWIFT, vous savez, de messagerie financière qui permet d'échanger de banque à banque et dont l'absence paralyserait complètement l'activité économique. Et donc, ils ont un système à eux. Ils ont mis en place des cartes de paiement, la carte MIR qui remplace Mastercard et Visa Card. Donc, en fait, ils se sont préparés au pire. En plus, du côté occidental, on ne peut pas d'un seul coup passer à la bombe nucléaire, si je puis dire, c'est-à-dire aux sanctions maximales, parce qu'il faut en garder un peu sous le pied dans l'hypothèse où il y aurait une invasion de l'Ukraine. Donc, de ce fait, les sanctions qui sont prises actuellement sont des sanctions relativement modérées. Ce sont des sanctions individuelles
et je ne connais pas le détail des sanctions économiques, mais en dehors de la suppression des liens entre la communauté financière internationale et la Russie, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire vraiment de significatif. Mhm. Donc, ça, c'est une première étape des sanctions qui a vocation à s'aggraver si la situation s'aggrave. Donc, c'est quoi la suite de l'histoire? C'est pour la France et les Occidentaux, c'est d'attendre en fait les mouvements de la Russie, voir s'ils vont plus loin. S'ils ne vont pas plus loin, en rester là. Et s'ils vont plus loin, agir militairement. Alors, je crois qu'il est exclu explicitement par les Américains d'envoyer des soldats en Ukraine. Inutile de vous dire que les Européens non plus n'en feront rien. En revanche, il peut y avoir des ventes d'armes, de la diffusion de savoir-faire, de l'entraînement, des équipements. Et évidemment, ça, c'est plus important. Et ça serait une escalade, évidemment, dont les conséquences seraient imprévisibles, puisque les Russes ont dit très clairement à plusieurs reprises que la question n'était pas seulement l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, mais l'entrée de l'OTAN dans l'Ukraine, ce Hmm. qui était une façon de dire si vous livrez des armements, si vous formez, renforcez l'armée ukrainienne, nous ne pourrons pas rester indifférents. C'est d'ailleurs ce qu'a demandé hier l'ambassadeur ukrainien en France, à la fois sur le plateau de BFM et sur RTL. J'ai une dernière question, Jean de Gugnasti. Joe Biden, sous la présidence Carter, a beaucoup travaillé, j'ai lu ça hier, sur les questions de relations internationales en tant Oui. que sénateur. Il a notamment rencontré plusieurs fois le ministre des Affaires étrangères soviétique, Andrei Gromyko. Qu'est-ce que ça dit de la vision des relations internationales du président Biden? Est-ce que, parce que là, moi qui ai 30 ans, j'ai un peu l'impression de retourner en pleine guerre froide, quoi, entre la Russie et les États-Unis, avec l'Europe qui fait un peu intermédiaire. C'est ça, on est en train de retourner là-dedans? Oui, en partie seulement, parce que, euh, comme vous l'avez souligné, Biden est un vrai professionnel des relations internationales et c'est rare d'avoir des présidents américains. Le dernier qui avait cette expertise, c'était Nixon, en fait, hein. Et peut-être Bush senior, hein, qui lui avait été patron de la CIA pendant très longtemps et qui avait une très bonne connaissance des relations internationales. D'ailleurs, ces deux périodes ont été des périodes de gloire, si je puis dire, d'efficacité, de succès pour la diplomatie américaine. Donc Biden est un vrai expert, c'est quelqu'un qui connaît bien. Moi, j'ai lu un peu par hasard, je suis tombé sur des auditions au Sénat qui étaient dirigées par lui quand il était président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. J'ai lu Et la j'ai même trouvé chose. ça. Pardon? J'ai lu la même chose. Ah ben voilà, c'est intéressant parce que vous voyez que vous avez affaire à un grand professionnel. Grand professionnel et qui écoute tous les points de vue d'ailleurs, ça m'a frappé, et qui fait des commentaires pertinents, même sur les points de vue qui ne sont pas apparemment les siens. Donc, euh, donc, je pense que Biden a une vraie vision stratégique. Sa vision stratégique, alors moi, je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, comme vous le savez, mais je devine quand même, je crois deviner dans le fil de son action une logique. Et cette logique, c'est, pour résumer brièvement, éviter que l'Ukraine ne retombe dans les mains russes, donc éviter une guerre, euh, éviter aussi que la situation se stabilise totalement, puisque à ce moment-là, l'OTAN cesse d'être utile, et donc l'Alliance atlantique, et donc le ralliement de toutes les forces occidentales derrière les États-Unis devient inutile. Donc il ne faut pas un apaisement total de la crise, puisque il y a encore 2 ans, le président français disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Donc, donc, il y a l'idée de maintenir quand même un petit foyer de tension, mais pas trop, et se consacrer pour l'essentiel à la rivalité essentielle, la plus importante, qui est celle avec la Chine. Donc, en gros, un peu de pression, un peu de tension, mais pas trop, et surtout qu'il n'y ait pas un deuxième front qui empêche les États-Unis de s'occuper du problème principal, la Chine. La Chine. Merci beaucoup, Jean de Gugnasti. Je vous en prie, à bientôt.